Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Sofia Marazzi, je suis responsable du programme de formation continue Énergie FR qui a organisé quelques-unes des conférences du salon. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe. Avant de commencer, je remercie également toute l'équipe d'Espace Gruyère ainsi que les partenaires et les prestataires du salon qui ont rendu cet événement possible. Et je me réjouis vraiment beaucoup de voir votre intérêt pour la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, qui s'inscrit profondément dans l'actualité. En Suisse, nous avons un parc immobilier qui s'élève à 2,3 millions de bâtiments. Ainsi, dans le contexte plus général de la transition énergétique et en particulier de la diminution de l'impact du parc immobilier, les questions liées au monitoring de la consommation ainsi qu'à l'optimisation de la performance énergétique des bâtiments est essentielle. Dans ce domaine, l'utilisation des données offre de très belles opportunités. Néanmoins, pour les exploitants du parc immobilier, un obstacle qui les empêche souvent de profiter de ces opportunités est le manque de données issues des bâtiments, ainsi que le manque souvent de ressources humaines, techniques, voire financières pour leur analyse. En outre, les systèmes de gestion technique en place ne sont souvent pas conçus justement pour stocker et analyser les données, ce qui est un obstacle supplémentaire. C'est forte de ces convictions que nous avons organisé cette conférence qui va vous parler de toutes les opportunités offertes par le Facility Management, par la domotique et par le monitoring plus en général. Je souhaite également remercier Jean-Philippe Bachet, qui est professeur et chercheur à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg auprès de l'Institut Énergie, qui a organisé cette conférence et qui va se charger de la modération. Jean-Philippe Bachet enseigne et conduit des projets de recherche auprès de l'HEIA-FR. Il est également responsable des activités de l'école auprès du Smart Living Lab ainsi que responsable du transfert technologique. Merci et je lui passe volontiers la parole. Merci beaucoup. Donc je vais vous expliquer très brièvement comment ça va se passer le déroulement de cette conférence. On a fait intervenir une série d'orateurs qui vont rapidement présenter leurs activités et les différentes organisations qu'ils représentent. Et dans un deuxième temps, on aura une petite partie table ronde. Donc là, j'inviterai tout le monde, tous les orateurs à revenir sur scène. Et enfin, on aura une partie questions-réponses avec le public. Tout ça sur une durée d'environ 1h30. Donc on devrait finir à temps pour que vous ayez le temps d'aller vous restaurer. On entend un peu les bruits à côté, mais voilà, ça sera possible vers midi. Donc, comment est-ce qu'on a structuré les interventions? On aura tout d'abord 2 interventions de représentants plutôt des milieux associatifs et des labels avec Energo qui fera une présentation. Et ensuite, un représentant de Minergie, Olivier Meillet et Joël Lazarus pour Energo. Ensuite, on a 3 entreprises relativement jeunes qui proposent des services et des solutions dans le domaine du monitoring et dans le domaine qui nous intéresse, donc la partie optimisation énergétique. Et enfin, une vue plutôt des milieux académiques avant de terminer sur Red Lab, qui est une initiative autour de l'open data et donc qui prône plutôt le partage et l'échange d'informations et de données entre différents acteurs pour stimuler l'innovation. Donc voilà en gros le programme. Je ne vais pas intervenir plus longtemps, je vais laisser venir au fur et à mesure les orateurs et on va commencer par Joël Lazarus, responsable de la filiale romande d'Energo, qui est une association active depuis très longtemps dans le domaine du monitoring. Joël, je te passe la parole. Alors bonjour à tous, merci pour la présentation. Je ne vais pas me représenter, donc je vais vous parler rapidement. On n'a pas beaucoup de temps à disposition, donc je vais essayer d'être concis de comment est-ce que nous on travaille avec les données énergétiques, à quoi elles nous servent et puis comment est-ce qu'on les valorise finalement au quotidien à travers les différents intervenants. Donc Energo, on existe depuis 2001, on était un programme de la Confédération de 2001 à 2020 dans l'optimisation de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qui concerne le bâtiment tel qu'il est, qu'il soit récent, ancien, qui est la ventilation, du froid, du chauffage, et on va chercher l'optimum en termes d'exploitation. Donc on parle vraiment d'exploitation optimale des bâtiments, d'optimisation énergétique, peu importe si le bâtiment est récent ou vieux, il y a un gisement énergétique de 10 à 20% dans ces bâtiments grâce à l'optimisation.
Donc, ce que Energo met en place depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, c'est du résultat. Donc, c'est 10 à 40% d'économie dans les bâtiments, en général dans une démarche qui dure de 3 à 5 ans, voire plus sur certains projets en fonction de la complexité. Et tout ça sans investissement sur l'infrastructure. Donc, uniquement grâce à la présence de nos ingénieurs sur site qui vont analyser le fonctionnement, le comportement des installations dynamiques, les besoins derrière des occupants et de l'exploitation du bâtiment pour trouver vraiment l'optimum. Et pour atteindre cet objectif, on a vraiment 3 piliers depuis toujours. Ils sont restés les mêmes quasiment pendant 20 ans. Et qui vont s'adapter en fonction du bâtiment. La première, c'est l'assistance in situ d'ingénieurs et de techniciens spécialisés dans l'optimisation énergétique, où on passe beaucoup de temps sur place pour trouver ces gisements énergétiques et les exploiter. Ensuite, il y a un pilier de formation, sensibilisation pour transférer ces connaissances aux occupants, aux exploitants, qu'ils soient concierges, techniciens, ingénieurs. C'est une marque de fabrique d'Energo de vraiment faire ce transfert de connaissances. Et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le monitoring des consommations. Donc on a un des rares programmes depuis 2001 à faire du 100% mesuré. Tous nos projets sont mesurés pour regarder la pertinence de nos actions, pour regarder l'économie d'énergie réelle qu'on réalise. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est de faire du résultat mesuré et concret sur les bâtiments durant le suivi du bâtiment. Donc si on s'attarde sur ce monitoring, donc il y a 4 étapes dans le monitoring qui sont indispensables, qui peuvent être plus ou moins intensifs en fonction de l'enjeu. On verra que tout ce qui est suivi d'énergie, données énergiques, doit être adapté à l'enjeu. Parce que là, il y a toujours un risque de surqualité ou de surdonnées qui finalement vont pénaliser la finalité plutôt que l'améliorer. Donc les 4 étapes, rapidement, on a la partie relevée qui peut se faire en automatique, mais aussi en manuel. On a quand même encore majoritairement des données manuelles qui rentrent grâce aux concierges, grâce aux intervenants, grâce aux techniciens de chauffage. Ça nous donne déjà beaucoup d'informations et c'est tout aussi fiable que des données automatiques. Ensuite, il y a le contrôle et l'analyse. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de développement en interne ces dernières années pour que ça soit moins chronophage, qu'on ait beaucoup plus d'algorithmes, d'intelligence qui puissent faire ça à notre place, pour que finalement on puisse se concentrer sur le terrain, à changer les usages, à mettre en place des actions, parce que c'est ça la finalité du monitoring, c'est que derrière, on fasse des actions de performance énergétique, puis qu'on améliore le bilan des bâtiments. Donc le monitoring est un moyen et non une fin en soi. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête quand on parle de data et de données énergétiques. Et puis la dernière, c'est pour modifier, on va dire, les stratégies à long terme et de communiquer sur les démarches et sur les priorités à mettre en œuvre dans certains bâtiments, que ce soit en termes d'optimisation ou de rénovation et de transformation. Concrètement, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai choisi un projet un peu phare chez nous, sur lequel on travaille depuis déjà presque 10 ans, on peut le dire, alors de manière très intensive ces 5-6 dernières années. C'est justement basé principalement sur la data, c'est d'optimiser de manière beaucoup plus industrielle les bâtiments à Genève, et il y a une collaboration qui s'est créée avec les services industriels de Genève, où le but c'est d'envoyer les techniciens chauffagistes et de les faire optimiser leurs bâtiments qu'ils ont en contrat d'entretien, donc leur donner une mission supplémentaire. Et pour ça, on a besoin de données, on a besoin de les guider, on a besoin aussi pour les modèles économiques qui ont été mis en place. Donc c'est un projet qui est 100% à la performance, donc les clients ne payent que l'économie d'énergie qui est générée chez eux, donc c'est pas de risque pour ces clients-là, c'est compatible avec le droit du bail qui est le principal frein à l'optimisation. Donc ces modèles de financement à la performance qui sont possibles grâce aux data permettent de réduire ces freins-là. Donc ce projet, il se résume en une optimisation systématique des centrales de chauffe à Genève, un monitoring aussi grâce au relevé automatique ou manuel, on a plusieurs cas de figure, un modèle de coaching à distance grâce aux outils informatiques, des intervenants régionaux qui interviennent déjà sur l'installation, donc on va simplement leur donner la mission supplémentaire. Et puis une mise en réseau des acteurs, parce que c'est plus de 150 personnes qui œuvrent dans ce projet, que ce soit des techniciens, des ingénieurs, des concierges, des coordinateurs, au niveau des SIG de chez nous. Donc c'est beaucoup de monde qu'on doit mettre en relation. Donc ce projet a été récompensé en 2018 par le Watt d'Or, décerné par la Confédération, pour justement son innovation et puis son effet massif sur les objectifs cantonaux. Aujourd'hui, j'ai mis à jour les dernières valeurs. On a 1579 immeubles qui sont en phase ou qui sont en train d'être optimisés. Ça représente à peu près 32 700 appartements, donc c'est vraiment très industriel comme démarche, et ça c'est grâce aux données énergétiques qu'on a pu mettre ça avec réussite et aussi rapidement.
Donc c'est à peu près 35 sociétés de chauffage, plus de 200 propriétaires, 34 gérances qui participent. Donc on voit qu'il y a une multitude de personnes qui interviennent. Et en 2021, on a formé 77 personnes à l'optimisation, principalement chez les chauffagistes. Et on a un résultat de 108 gigawattheures depuis le début du programme qui était 2014. Donc c'est vraiment des résultats extrêmement probants, extrêmement rapides par rapport aux autres interventions possibles sur les bâtiments qui prennent, eux, peut-être plusieurs années à mettre en œuvre puis qui sont contraints souvent par des éléments budgétaires. Donc l'optimisation peut démarrer rapidement. Donc voilà une mise en exergue ou une mise en œuvre concrète de la data. Donc ça, on a pu le faire parce qu'on a des données qui rentrent. On a ce modèle financier à la performance qui permet d'être très massif sur les parcs de bâtiments avec des résultats extrêmement probants et finalement mis en œuvre rapidement. Tout ça avec une surveillance des performances quasiment en continu. Donc l'exploitation des données énergétiques, alors j'ai vraiment résumé de manière synthétique, mais il y a pas mal d'opportunités pour le changement des usages, sachant que c'est la finalité. Il faut que ces données ne finissent pas sur des serveurs ou dans des armoires. Il faut qu'elles arrivent aux bonnes personnes, au bon moment pour faire changer leur comportement, leur quotidien, leurs interventions sur le bâtiment et générer finalement de l'économie d'énergie. Donc ça améliore aussi la pertinence des actions de performance énergétique parce qu'on voit que malgré certains calculs d'ingénieurs, on n'arrive pas toujours à atteindre ce qui était espéré. Donc il faut derrière contrôler, mesurer et corriger. Donc si on a la donnée, on est en mesure de mettre des actions correctives en place. Si on n'a pas de données, on n'a aucune chance de savoir que notre action finalement ne donne pas les résultats espérés. Donc ça améliore la communication, l'intervention des intervenants est mieux ciblée. Ils peuvent cibler sur quel bâtiment il y a nécessité de passer, sur lequel il n'y a pas de nécessité. C'est des modèles d'affaires à la performance maintenant qui sont assez massifs. Ça augmente la connaissance sur les bâtiments et leur exploitation. On a un meilleur pilotage des projets et en langage commun. Il faut noter qu'à Genève, il y a l'indice de dépenses de chaleur qui est mis en place, qui permet vraiment d'avoir un outil de communication entre tous les intervenants et de mettre en place des actions concrètes. Par contre, il y a des points de vigilance, puis je terminerai par ça, qui sont importantes et dans lesquelles on peut facilement tomber. L'obsolescence technologique dans les systèmes automatiques. J'ai vu des sociétés qui étaient déjà très précurseurs dans le domaine être chamboulées par l'abandon de la 2G parce que tout leur système communiquait en 2G. Maintenant, il y a aussi des annonces d'abandon de la 3G par Swisscom. Donc, c'est des chamboulements importants technologiques qui peuvent mettre en difficulté certaines stratégies ou certaines sociétés jusque-là. Cimetière de données, là aussi, on a vu des clients qui avaient des relevés minutes sur énormément de choses, mais ils n'arrivent même pas après à en ressortir une valeur annuelle. Donc attention à ces aspects-là. Des coûts qui sont trop importants sur la durée, finalement qui font tomber le projet, ce qui fait qu'on a complètement loupé la finalité. On se retrouve avec plus aucune donnée disponible, ou s'il y a des sociétés qui font faillite, là aussi, on n'arrive pas forcément à récupérer les données. Donc ça peut être embêtant. Pérennité et résilience des systèmes de récolte, systèmes en silo, mirage technologique, données non nécessaires. Là aussi, il faut se poser la question. On a fait des projets Smart City, là aussi, où l'objectif était de tout récolter, ce qui est pour moi un non-sens. Il faut récolter ce qu'on a besoin, et parce que sinon, on va mettre en place des systèmes beaucoup trop gourmands en termes de ressources, en termes de technologies qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps à disposition, donc j'ai essayé de survoler la question, mais après, lors des échanges, débats, on pourra encore approfondir certains aspects. Donc voilà, je laisse la parole à M. Bécher pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Première conclusion et un message à emmener avec soi après cette conférence, c'est qu'effectivement le monitoring et la donnée, c'est un moyen et pas une fin en soi. Je pense que c'est effectivement très, très important. J'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Olivier Meillet, directeur de l'agence suisse romande Minergie. Minergie est un des labels historiques de la construction durable en Suisse, si ce n'est le label historique de la construction durable en Suisse. Très longtemps, Minergie s'est focalisé sur des exigences en termes d'enveloppe de bâtiments et depuis quelques années maintenant développe aussi des propositions et des services dans le domaine de la validation de la performance et du suivi de la performance. Olivier, à toi la parole. Merci Jean-Philippe, bonjour mesdames, messieurs. Effectivement, le cadre a été bien posé. On s'est intéressé pendant des années, et c'est, je pense, aussi notre métier de base, que de définir des standards de construction, de certifier des bâtiments qui respectent ces standards. Et du coup, pour enchaîner sur ce que disait Joël, notre mission principale, ce sera effectivement de définir des exigences qui s'assurent que les bâtiments soient équipés
avec ce qu'il faut, mais pas trop non plus, d'équipements de monitoring énergétique pour s'assurer qu'on puisse faire un suivi de la consommation d'énergie et, si nécessaire, procéder au réglage des installations techniques pour que le bâtiment performe aussi bien que ce pourquoi il a été conçu. Les exigences chez Minergie, on les développe toujours sur 2 volets. Elles doivent s'appliquer tant aux nouveaux bâtiments qu'aux constructions existantes. Puis on retrouve ici un objet dans le canton d'Argovie qui a justement été équipé lors de sa rénovation d'installation de monitoring. Et je relève cet exemple parce qu'effectivement, dans le cas particulier là, ça a permis d'identifier des dysfonctionnements sur la pompe à chaleur et puis justement de procéder au réglage pour que le bâtiment soit aussi performant que ce qu'on a voulu au départ. En termes d'exigences, on voit ici la vue d'ensemble en fait des exigences d'un bâtiment Minergie. Celle qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est les exigences qui concernent le monitoring que vous retrouvez encadrées à gauche du bâtiment. Et concrètement, il y a une obligation de monitoring pour tous les bâtiments de plus de 2000 m² de surface de référence énergétique et tous les bâtiments Minergie A. Je vous montrerai après vite le portfolio des standards de Minergie. Le standard Minergie A, c'est le standard le plus performant qui prévoit que les bâtiments produisent autant d'énergie qu'ils en consomment sur l'ensemble de l'année et c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus nécessaire de suivre cette consommation. Pour tous les petits bâtiments Minergie A, on a une petite exception dans le sens où seules les consommations d'électricité doivent être mesurées. Je tenais à le relever juste pour être complet. On a développé aussi, pour s'assurer du respect de cette exigence, plusieurs partenariats. On entendra tout à l'heure aussi Climkit, qui fait partie de nos partenaires, parce qu'on a constaté que ce n'était pas si simple, en fait, de respecter ces exigences de monitoring. Et qu'en réalité, pour tous les planificateurs, chauffage, ventilation, sanitaire, pour les architectes, ce n'était pas évident de trouver tous les prestataires de services avec les différents composants qu'ils devaient rassembler, toutes les prestations aussi d'analyse de ces données qui n'étaient pas forcément évidents à faire communiquer ensemble. Et du coup, on a développé en fait des modules qui permettent, pour les gens qui veulent faire certifier ces bâtiments, de commander un module clé en main chez un de nos partenaires et de s'assurer que le hardware réponde aux exigences, que tous les points de mesure qui sont nécessaires sont assurés et que l'analyse des données sera aussi pertinente pour pouvoir permettre d'identifier des problèmes. L'étape d'après, une fois que le hardware fonctionne, que l'analyse des données est pertinente, c'est justement ce qu'on propose nous dans le sens d'un monitoring plus. C'est une plateforme en fait Internet qu'on a développée qui permet de rassembler de manière automatique toutes les données qui sont mesurées sur le bâtiment. Et l'objectif final, c'est finalement de pouvoir comparer la performance réelle du bâtiment avec ce pourquoi il a été planifié. En l'occurrence, dans l'exemple qu'on trouve là, on voit que la valeur planifiée, disons, à 100% est un petit peu dépassée dans la consommation réelle. On peut voir l'évolution aussi au cours des dernières années sur la droite avec les courbes en bleu. Et ça permet justement après à Minergie de prendre contact avec le maître d'ouvrage qui a sollicité cette prestation pour le rendre attentif à cette déviation, on va dire, pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. On est tout au début de ce genre de prestation. Et pour l'instant, c'est vraiment une comparaison un peu bête entre ce qu'on mesure et ce que devrait être la consommation et ce qu'est la consommation réelle du bâtiment. On a besoin d'affiner encore ces données. On est à un stade maintenant où on aimerait passer à une étape supplémentaire d'affinage dans le sens où on pourrait préciser, par exemple, dans un immeuble, le nombre d'appartements qui sont inoccupés, la température qu'on constate dans les logements qui sont utilisés, si on constate qu'il y a beaucoup de fenêtres qui sont ouverts en un poste ou pas, si les stores sont fermés ou pas pendant la période de chauffe. Tout plein d'éléments qui influencent en fait la consommation d'énergie et qui permettent après de calibrer ce qu'on a mesuré à la consommation réelle adaptée à ces comportements qu'on a constatés sur place pour comparer vraiment des pommes avec des pommes et s'assurer qu'effectivement, si la consommation dévie de ce qu'on a prévu, c'est parce qu'il y a un réel problème et c'est pas parce que les gens chauffent leur bâtiment à 23 degrés plutôt qu'à 20 comme le prévoyait la norme.
Il n'empêche que même si c'était le cas, ça permettrait de dresser ce constat-là, mais alors peut-être de remédier au problème autrement qu'en procédant à des réglages sur les installations techniques, mais d'attaquer le problème justement à la cause et de s'adresser aux locataires et de savoir comment on pourrait adapter leur comportement pour qu'effectivement la consommation soit en adéquation avec les attentes. Les évolutions qu'on a eues récemment, c'est qu'à ce jour, on a 7 fournisseurs de modules qui sont certifiés. On va en avoir probablement une dizaine d'ici la fin de l'année. Il y a 108 bâtiments qui ont été certifiés avec l'aide d'un module de monitoring. C'est encore pas beaucoup. On certifie 2000 bâtiments par année, donc on a encore une marge de progression. Il y en a 57 qui ont pris directement l'option de monitoring plus, donc d'analyse des données. 6 bâtiments sont directement connectés à la banque de données Minergie. Vous retrouvez des exemples pratiques de bâtiments qui sont équipés sur notre site Internet. Et puis, justement, à partir de 2022, on va implémenter ces étapes supplémentaires d'affinage du calibrage de la consommation planifiée. Si on regarde, pour conclure, au niveau de notre portfolio, comme le disait Jean-Philippe, on vient des standards de construction, les standards bien connus, Minergie P et le dernier né Minergie A. On s'est intéressé après à toute la phase d'exécution des travaux pour éviter que quelqu'un qui a reçu une certification provisoire sur la base de ses plans ne reçoive pas son certificat définitif parce que quelque chose est parti en cacahuète sur le chantier. Et finalement, après, une fois que le bâtiment a été réceptionné, certifié définitivement, on est sûr qu'il a été bien construit, qu'il est équipé comme il faut, qu'on puisse aussi s'assurer de son exploitation optimale. Et puis, par exemple, ici, on a développé ce produit, le produit phare, je dirais, c'est vraiment le produit performance, qui est un produit issu d'une collaboration avec Energo pour proposer à tous les propriétaires de bâtiments Minergie un suivi de leur consommation et puis une optimisation de leur installation technique. Voilà, je vous laisse sur ça. À toi, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Bien, je vais passer assez rapidement. Alors, il y avait encore... Voilà. À la prochaine présentation, je vais inviter Nicolas Vaudot de Startup. On peut encore dire Startup ? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans, c'est juste plus Startup. Donc, ClimKit, qui est un modèle d'affaires, entre autres autour des questions de facturation. Et je me réjouis de partager avec vous et d'assister à sa présentation. Très bien, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Vaudot, je suis le directeur de ClimKit. C'est un projet, comme vous l'avez entendu, qu'on a débuté il y a 5 ans à Vevey, avec pour premier objectif de faire de la gestion de regroupement d'autoconsommateurs. Quelque chose qui est arrivé justement il y a environ 5 ans. Et depuis, notre service a passablement évolué vers une plateforme de gestion énergétique complète pour les immeubles, en tenant compte non seulement de l'électricité, mais aussi du chauffage, de l'eau. On a une solution pour tout ce qui est des bornes de recharge dans les PP, dans les locatifs, un gestionnaire pour les buanderies collectives, toujours axé sur le même principe, comptage de l'énergie et service de facturation pour les propriétaires. Pour nous, les données, c'est quelque chose d'ultra important. C'est grâce aux données qu'on peut fournir les services que l'on propose. Tout d'abord, pour avoir des données, il faut bien entendu les collecter. Vous avez entendu comment procèdent les deux interlocuteurs précédents. Ici, c'est un peu le même principe. On installe une petite passerelle, un gateway connecté à Internet qui vient relever les différents appareils sur place dans l'immeuble, à savoir les compteurs électriques, les compteurs de chauffage, les compteurs d'eau, les bornes de recharge, éventuellement les lecteurs RFID qui permettent d'identifier les utilisateurs, par exemple pour enclencher une borne ou enclencher la machine à laver, et éventuellement aussi d'autres capteurs comme des sondes de température, des capteurs de CO2, etc. Avec toutes ces données, on va faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va proposer une facturation individuelle pour chacun des habitants de l'immeuble, que ce soit un locataire ou un copropriétaire, et faire une facture qui soit la plus équitable possible. On va tout d'abord, dans le cadre d'un RCP, d'un regroupement d'autoconsommateurs, on va par exemple distinguer pour chacun ce qu'il a consommé d'électricité en provenance du photovoltaïque et ce qu'il a consommé en provenance du réseau. On va pouvoir, dans certains immeubles, partager équitablement les frais de puissance qui sont facturés par le GRD. On va également relever les compteurs de chauffage et d'eau toutes les heures, ce qui va nous permettre de faire des décomptes de charges chaque année de manière extrêmement précise. Enfin, ça permet aussi de partager certaines ressources, telles que les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de mettre une borne de recharge raccordée sur un compteur électrique de l'appartement. Une borne de recharge peut très bien être partagée
Ce qui fait foi, c'est le badge RFID des utilisateurs et le compteur électrique qui est dans la borne. Et ensuite, chacun est facturé pour sa consommation. Deuxième élément qu'on fait avec les données, c'est de l'optimisation et du contrôle. Comme on en a déjà juste parlé un peu avant, ici, il y a plusieurs éléments possibles. Le premier que l'on propose, c'est l'autoconsommation. L'idée ici, c'est de venir enclencher certains appareils, comme le boiler pour l'eau chaude, lorsque on a une production solaire excédentaire. On va également faire tout ce qui est de la gestion de la charge pour les bornes de recharge. Ici, l'idée, c'est de réduire éventuellement l'électricité qui est donnée aux bornes de recharge lorsque le reste de l'immeuble consomme beaucoup, pour éviter de faire sauter les fusibles d'introduction. Et le point le plus important, en fait, c'est qu'on va pouvoir aujourd'hui installer des bornes de recharge dans des parkings de PPE ou de locatifs sans venir augmenter, sans venir renforcer l'introduction de l'immeuble. Et ça, c'est un point super important parce que ça permet de réduire passablement les coûts d'une telle installation. Enfin, un dernier point, c'est tout ce qui est monitoring. On va pouvoir surveiller l'installation photovoltaïque, le fonctionnement de la pompe à chaleur, comme on vient de l'entendre. Également, s'il y a une défaillance sur un compteur, on va la détecter tout de suite. Pas besoin d'attendre que quelqu'un ait le relevé une année après pour voir qu'en fait, il ne compte plus depuis une année. Et aussi, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de transférer ces données automatiquement ou manuellement à d'autres interlocuteurs, typiquement à Minergie. Si un projet que l'on gère est aussi sur le principe de Minergie, les données sont transférées automatiquement pour qu'ils puissent proposer leurs services avec ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire un dédoublement d'une infrastructure de comptage ou autre. Enfin, le dernier point, ce qui est super intéressant avec ces données, c'est qu'on va vraiment pouvoir impliquer les consommateurs, les propriétaires. Rien de tel pour sensibiliser les gens à leur consommation que de toucher au porte-monnaie. Ici, ils reçoivent une facture unique sur laquelle ils ont la consommation électrique de l'appartement, éventuellement la borne de recharge, éventuellement le chauffage, l'eau, etc. Et pour le propriétaire, on va faire une gestion complète de ces investissements, c'est-à-dire qu'on va envoyer nous-mêmes les factures aux consommateurs, gérer les encaissements, éventuellement payer les factures des fournisseurs d'électricité. Et chacun peut suivre l'évolution de sa consommation, l'évolution de son investissement sur le portail, et donc du coup est aussi incité à faire de tels investissements, sachant que ces investissements seront gérés et qui seront finalement rentables. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai le plaisir d'inviter Urs Kossenbacher de la société Eco2, alors qui elle a plus de 5 ans maintenant, en tout cas, presque, je dirais presque de mémoire, j'aurais dit une dizaine d'années maintenant, même plus, on vieillit vite, Urs, et qui a démarré ses activités autour de services qui intégraient la prédiction météo dans l'optimisation des systèmes de chauffage, mais qui entre-temps s'est bien développé. C'est ce que Urs va nous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci à vous tous. Et merci pour donner la possibilité de vous présenter notre collaboratrice qu'on a nommée Nara. Voilà, ça c'est notre collaboratrice virtuelle qui sait faire des ajustements des chauffages, de la régulation de chauffage. Donc sur plusieurs centaines d'immeubles depuis le début de cette année, elle a déjà fait plus que 80 000 ajustations fines sur des régulations de chauffage existantes. Donc, on s'est dit qu'on appelle ça High Frequency Savings. Donc, c'est vraiment des interventions fines, mais très rapides, très nombreux. Si on veut faire ça par des moyens traditionnels, donc, on aura besoin de beaucoup de collaborateurs, des techniciens qui s'en occupent en permanence. Comme Sophia tout au début a déjà mentionné, nous savons tous que sur le chemin de l'abaissement des émissions CO2, il y a surtout des obstacles financiers. Et nous savons aussi que le domaine de bâtiment, voilà, c'est responsable pour 1/3 des émissions CO2 en Suisse. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Bien sûr, rénover. C'est très efficace, c'est clair, c'est connu. Par contre, voilà, ça coûte. Et puis, tous les propriétaires doivent se poser la question de la rentabilité. Et aussi, ça prend pas mal de temps pour mettre en œuvre. Tandis qu'avec l'intelligence pour des bâtiments,
bon, ça coûte moins, voilà. Et puis, ça permet un déploiement en grande échelle très rapide. Et puis, en plus, il y a beaucoup de synergies entre ces deux approches, ça veut dire entre l'optimisation de la régulation et le monitoring et des rénovations traditionnelles. Voilà, l'opportunité, c'est la régulation. Et ce que nous constatons dans notre quotidien, ben, beaucoup d'immeubles sont surchauffés, tout court. Normalement, les immeubles sont équipés par des régulations très simples, voilà, primitives, on peut dire. Et puis, aussi, surtout, on règle ces chauffages ou ces systèmes au décibel. Ça veut dire on augmente la température pour réduire le nombre de gens qui râlent. Donc, c'est finalement une réalité faite et c'est une constatation que nous faisons dans notre quotidien. Et après, il y a encore un aspect, c'est le problème de déséquilibrage hydraulique dans les bâtiments. Donc, bien souvent, on augmente la courbe de chauffe pour satisfaire à l'appartement la plus froide. Alors ici, dans cet exemple, en haut à droite. Avec l'intelligence pour les bâtiments, on a dit c'est une deuxième génération, comment Eco2 fait ça. Ben, nous installons beaucoup de sondes. Jusqu'à maintenant, on a installé 11 000 sondes comme ça dans les appartements. Alors environ 11 000 appartements sont équipés par nos sondes. On installe également dans le local technique, notre interface qui sait parler avec la régulation de chauffage existant. Et puis, ça donne un nombre de données d'environ 6 millions de points de données par jour qui sont sur nos serveurs. Et puis voilà, notre collaboratrice virtuelle, elle digère ça et elle fait, sur une durée d'environ 3 mois, elle fait dans des étapes d'environ 300 à 400 étapes, elle fait des ajustements de la régulation de chauffage. Et puis tout ça, voilà, ça fournit, ça résulte à une réduction de la consommation entre 10 et 20%. Et maintenant, si nous faisons une comparaison entre la rénovation énergétique classique, la colonne à gauche, et puis l'intelligence pour les bâtiments, colonne à droite, c'est clair qu'une rénovation énergétique classique, on estime une économie de 40% environ, tandis que notre solution, c'est, on dit, 15% environ. Et puis, la grande différence, c'est la vitesse du déploiement. Une rénovation classique, ben voilà, c'est un investissement, un projet qui dure 1 ou 2 ans. Par contre, notre système s'est installé dans 2 jours. C'est ça qui est la grande différence. Et puis, logiquement, évidemment, aussi l'investissement qui fait une grande différence. Et après, c'est pour ça, il est important que ce n'est pas concurrentiel, ces deux approches. Ça se complète. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut uniquement optimiser la régulation et oublier les rénovations, hein, ça c'est clair, c'est certainement pas le message que je veux transmettre ici. Le message est plutôt qu'avec une optimisation de la régulation, on peut faire très vite des économies. C'est ça le message que j'aimerais transmettre. Je résume. Voilà, NARA lit tous les heures la prévision météo. Elle mesure beaucoup de données dans les installations techniques, dans tous les appartements. Et puis, avec des approches intelligence artificielle et déterministes, on communique avec la régulation de chauffage, 4 différentes courbes de chauffe par jour. Et puis, c'est notre approche pour contribuer à la décarbonisation de notre parc immobilier.
Et on a vu une croissance de 130% l'année dernière, donc on est très motivé pour cette année et on est très ambitieux aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Donc j'espère que vous arriverez à continuer à faire décroître la consommation d'énergie aussi vite que vous arriverez à faire croître la société. Bien, j'ai le plaisir maintenant de présenter Max Carrel, responsable de la technologie chez Eno, qui a des approches aussi similaires, peut-être moins sur la partie hardware, mais sur la partie intelligence artificielle et utilisation de toutes ces données pour l'optimisation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette conférence. Nous, c'est Eno, on est une start-up suisse active dans le pilotage par la donnée de la réduction d'empreinte environnementale du parc immobilier, à l'image de presque tous les présentateurs précédemment. Et on le fait aujourd'hui de la manière suivante. Donc, on travaille sur un parc immobilier qui est relativement varié, qui comprend du locatif, des logements, des habitations, enfin, pardon, des bâtiments commerciaux, industriels, mais aussi des bâtiments un peu plus exotiques, des installations sportives, des écoles, etc. Et on va venir s'interfacer aux équipements existants, et ça c'est très important, on va vraiment travailler avec les équipements existants pour pouvoir digitaliser les bâtiments et collecter des données sur le fonctionnement du bâtiment et de ses installations. Et ça correspond aux installations techniques qu'on a sur place, aux capteurs existants. Et là, ce qui est important, c'est que nous, on ne va pas venir installer des capteurs dans les logements, par exemple. S'il y en a, on va collecter ces informations. Mais l'idée, c'est pas d'arriver avec des capteurs, notamment dans les logements, qui peut être un peu compliqué, et s'interfacer avec les systèmes existants, mais aussi les solutions existantes de monitoring et de pilotage des équipements, et notamment on travaille avec plusieurs partenaires qui collectent déjà des informations, qui ont déjà la main sur une partie des équipements avec lesquels on va s'interfacer directement. Ce qui est très important, c'est que c'est un interfaçage qui est bidirectionnel, c'est-à-dire on va venir collecter la donnée sur le bâtiment, mais aussi on va venir piloter les installations. Et ça nous permet, donc c'est vraiment la partie digitalisation, la première, mais ça nous permet ensuite d'aller travailler sur vraiment notre cœur de métier, qui est la valorisation des données pour réduire l'empreinte environnementale. Et ça, on le fait au travers d'une technologie qu'on a développée, donc d'une plateforme, avec le fonctionnement très schématique qui est présenté à gauche. On a automatisé en fait l'apprentissage par les données, les modèles de prédiction et leur validation, l'analyse et ensuite le pilotage des installations de manière continue. Et en l'occurrence, ce pilotage correspond au système de chauffage ainsi que ceux d'eau chaude sanitaire. Et ça nous permet de fournir un certain nombre de services. Le premier, c'est l'optimisation automatique, où là, on va optimiser les régulations en temps réel en fonction des données météo, etc., pour pouvoir réduire la consommation énergétique du bâtiment tout en garantissant le confort pour les utilisateurs. Et ce qui est important, c'est qu'on va pas faire une baisse de prestations, donc la température moyenne dans le logement ne va pas vraiment évoluer. Par contre, on va essayer de lisser la production de chaleur pour éviter de surchauffer à des moments où on n'en a vraiment pas besoin. Mais on peut également faire d'autres services, notamment la surveillance des installations, ce qui est très important parce que souvent on voit que des équipements défaillants peuvent être des causes de surconsommation qui sont extrêmement importantes. Le suivi énergétique, bon ça a été déjà plus ou moins discuté avant, de l'aide à la planification de travaux, notamment en donnant aux intervenants, aux ingénieurs, les données fines de consommation du bâtiment pour pouvoir dimensionner et calibrer leur modèle et dimensionner les équipements installés. Et également un peu de décompte de charges, mais nous on ne s'attaque pas du tout à la partie facturation qu'on vous laisse. La beauté de tout cet écosystème, c'est vraiment l'optimisation automatique qui est vraiment tout en haut de notre pyramide de services et qui permet en fait de financer un certain nombre de ces services et en particulier toute la digitalisation du modèle à la performance. Donc ça a été déjà plus ou moins expliqué avant, mais vraiment l'idée c'est de calculer de manière très fine les économies d'énergie réalisées et de se financer par une fraction du coût des économies financières qui ont été réalisées.
Et ça, c'est à peu près ce que ça donne sur un bâtiment où on voit un pilotage en temps réel et un calcul en temps réel des économies d'énergie réalisées avec des variations. Au début, une phase de référence où on observe le comportement thermique du bâtiment. Et ensuite, on commence à optimiser et on voit que les optimisations deviennent de plus en plus importantes en fonction de l'avancée de la saison de chauffe et des apports solaires qui deviennent de plus en plus importants notamment. Voilà, c'est tout pour moi. On sera présent au stand du BIC. Donc venez nous voir si vous avez d'autres questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'inviter maintenant un collègue de la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg, avec qui j'ai le plaisir de faire un certain nombre de projets. Donc, Jean, à toi la parole pour la partie plus recherche académique. Où est-ce qu'on en est dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning dans ces projets qui traitent du monitoring et de la performance énergétique? Merci Jean-Philippe et merci à Sophia aussi pour l'organisation de cette conférence, c'est super intéressant. Alors moi j'ai un message que je vais donner au début et puis que je vais répéter à la fin, un peu à l'image de ce magnifique pont qu'on a reçu à Fribourg il n'y a pas si longtemps que ça. On est là pour faire le pont entre évidemment la recherche appliquée qui est au cœur de l'école d'ingénieurs d'où je viens, d'où vient Jean-Philippe aussi, et d'un autre côté le monde réel, quelque part les utilisateurs des bâtiments, les bâtiments et puis les prestataires de services qui sont là. Donc voilà, venez nous contacter pour faire des projets cool sur les données. Moi personnellement, je m'appelle Jean Henbert, je viens de l'Institut ICOSIS, c'est le deuxième qu'est là. Moi je suis un informaticien, donc je fais du machine learning depuis plus de 25 ans, modélisation sur base des données, du data-driven comme on dit. Donc voilà, c'est pour ça que Jean-Philippe m'a demandé de peut-être venir vous parler de certains projets qui sont autour de nous. On reçoit pas mal on a pas mal d'activités à travers différents instituts. Donc il y a l'Institut d'Energy où Jean-Philippe est actif, ICOSIS, ITEC, Transform, etc. Il y a une dizaine d'instituts au service donc de la recherche appliquée vers des services concrets. Voilà. Alors, dans l'utilisation des données dans le monde de l'énergie, je fais deux hypothèses de base. On doit toujours faire des hypothèses en tant qu'académicien. Mes deux hypothèses, c'est les suivantes. C'est que l'acquisition de données dans les bâtiments, ça va devenir une commodité. On le voit, donc il y a des startups qui sont là, qui commencent à connaître un certain succès. Les données sont là, on peut les exploiter. C'est l'or du 21e siècle, comme on dit. Et on voit concrètement que ça apporte des choses. Deuxième hypothèse que je fais, c'est qu'il y a tout un ensemble de méthodologies de traitement des données qui sont vraiment data-driven, donc on exploite les données et on infère des modèles à partir de ces données, et c'est ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle. Anciennement on disait le machine learning, mais je fais l'hypothèse que ces approches vont commencer à surpasser les approches classiques qui sont basées sur les statistiques et les modèles physiques. Alors je vais essayer de vous convaincre de ça. Nous on le voit déjà à travers les données qu'on exploite dans les différents projets, mais je pense que ça commence à être une réalité, donc ces approches commencent vraiment à être extrêmement intéressantes et deviennent utilisables avec des cas d'utilisation concrets dans le monde des bâtiments. Alors voilà, ça c'est mes deux hypothèses de base. Maintenant je vais vous montrer juste quelques exemples de projets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler, entre autres avec Jean-Philippe dans Energy, mais avec d'autres instituts. Un premier projet qu'on est en train de terminer maintenant, qui s'appelle le projet Facility 4.0. Alors le terme 4.0, c'est pour faire le lien avec l'Internet des objets, le paradigme de l'industrie 4.0. Tout est connecté, on récolte des données et puis on vient plugger des services là-dessus. Alors là, c'est ce qu'on a fait dans une dimension un peu facility management, donc le facility management donc pour les bâtiments. Alors, on a fait différents cas d'utilisation. Un premier que je voulais vous montrer là, parce que ça me permet de faire un lien aussi avec des choses auxquelles on doit faire attention quand on travaille avec des données. C'est ce qu'on a appelé le CAD Explorer, donc le chauffage à distance. On a pu travailler, on a eu l'occasion de travailler avec Groupe E, donc sur de l'utilisation, donc l'exploration de ces données et l'utilisation de ces données pour faire des modèles prédictifs sur différents streams de données auxquels on avait accès. Alors ce que vous voyez sur la partie droite en haut, en fait, c'est la consommation d'eau chaude sanitaire.
qu'on peut mesurer donc à travers les données du CAD. Notre conclusion, donc on a réussi à faire des modèles prédictifs qui arrivent à prédire donc la future consommation de l'eau chaude sanitaire. La conclusion, c'est qu'on arrive très très bien à modéliser, je vais dire en quelques clics ou en quelques coups d'algorithme, on va dire, la composante physique du bâtiment, enfin la composante physique en fait les pertes qu'il y a dans ce réseau d'eau chaude à distance, et puis les apports en énergie qui sont apportés à travers le réseau CAD. Donc la composante physique, on arrive très bien à la modéliser, ça colle vraiment très très bien, on le voit sur la partie bleue là. Par contre, il y a évidemment dans du bâtiment, il n'y a pas que la physique du bâtiment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des utilisateurs. Et là, il y a une composante un peu plus stochastique, comme on dit, un peu plus aléatoire, parce que chaque utilisateur ou chaque groupe d'utilisateurs, suivant l'utilisation du bâtiment, aura un impact effectivement sur la consommation. Et cette composante stochastique humaine, elle est beaucoup plus difficile à capturer. Et ça reste encore actuellement pour nous, on a eu des difficultés à capturer cette composante-là. Et là, on a encore de l'opportunité de recherche à faire là-dedans, car il n'y a pas encore de solution toute faite par rapport à ça. Et je pense que c'est un enjeu probablement, là je regarde les startups qui étaient là, ou les entreprises qui sont là, je pense que là il y a encore quelque chose à faire, je pense, au niveau de pouvoir capturer cet aspect humain. Par contre, danger, c'est le petit signal de danger que j'ai mis là. À travers ces données de bâtiment, il y a de l'information privée. Nous, on pouvait voir exactement, enfin, pas exactement, mais on pourrait commencer à inférer des choses, voir que certaines personnes prennent des douches au milieu de la nuit, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y a de l'information privée qui est visible à travers ces flux de données. Il faut faire attention, et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi évidemment accompagner en termes d'instituts de recherche appliqués. Peut-être un deuxième exemple ici, donc toujours dans Facility 4.0, on s'est rendu compte de l'importance de la visualisation de ces données, parce que les données viennent de différents capteurs, elles deviennent complexes, il y a un aspect temporel, et donc c'est important aussi de réfléchir comment est-ce qu'on peut visualiser les données. Donc là, on a fait quelques jolis travaux menés en partie par Frédéric Monté, qui est là, si vous voulez lui poser des questions, il est juste là au deuxième rang, qui a fait accompagné évidemment avec d'autres collègues, avec Alessandro et d'autres. Mais voilà, la visualisation est vraiment importante. Donc là, on a élaboré aussi des jolies techniques de visualisation, typiquement là pour de la qualité de l'air, mais on pourrait imaginer faire pour d'autres systèmes, aussi avec une projection concrète sur des plans, comme vous voyez sur la partie de gauche là. Et tout ça devient relativement simple à élaborer en fait. Donc très intéressant aussi de prendre conscience de cette dimension-là. Ce n'est pas uniquement de l'algorithmique et du machine learning, c'est aussi de la visualisation qui est très importante pour les opérateurs qui sont derrière. Je saute sur un autre projet qui est en train de se terminer également, Assainissement 4.0. Là, on a eu accès à des données de certificats énergétiques, les fameux certificats CECB, et puis on a pu jouer avec une très grande quantité de données, et puis là, on a démontré qu'on arrive en fait, avec relativement peu de données sur les bâtiments, à très rapidement faire une estimation. Évidemment, elle est un petit peu entachée d'erreurs, mais souvent on est juste sur l'output en fait d'un futur certificat CECB qui reste à être fait par des professionnels bien sûr, mais ces méthodes-là en fait ce qu'elles nous permettent de faire, c'est d'analyser non pas un bâtiment de façon précise, mais d'aller dans la masse. Donc on a par exemple une régie avec quelques centaines de bâtiments. On peut très très bien dire dans votre centaine de bâtiments, les bâtiments sur lesquels peut-être il faut mettre des priorités, c'est celui-là, celui-là, celui-là. On peut aller peut-être aussi à l'échelle d'une ville, d'un canton, commencer à créer des statistiques globales, car effectivement, à partir de données relativement publiques, à partir aussi un point sur lequel on a travaillé, c'est améliorer la prédiction en prenant simplement des photos des façades, photos qu'on peut récupérer sur Google Street par exemple. Donc toutes ces approches un peu big data peuvent apporter aussi quelque chose de très intéressant sur une dimension non pas optimisation d'un bâtiment, mais plutôt sur des statistiques, on va dire, spatiales, sur des territoires, sur des villes, etc. Donc très intéressant aussi. Là, on a travaillé sur deux aspects, prédiction des performances énergétiques, prédiction des performances structurelles.
pour identifier qu'est-ce qu'il faut faire en termes de rénovation. Puis finalement, le projet BB Data, donc, qui est terminé depuis longtemps, mais qu'on a open sourcé, donc c'est devenu un outil, un stack open source. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez nous contacter pour l'utiliser. C'est une plateforme de stockage, de traitement des données qui est basée sur des technologies extrêmement récentes pour justement faire face à la scalabilité, la mise à l'échelle du stockage, etc. On a fait des tests. Donc là, actuellement, la plateforme, elle collecte pas beaucoup, une dizaine de millions de points peut-être par jour, les jours où il y a beaucoup d'activités sur le site de Blue Factory. Mais on a fait des tests, on peut monter jusqu'à 10 exposants, 9 capteurs. Donc c'est quand même... Bon, on pourrait travailler à l'échelle quasiment d'un pays... probablement avec quelques capteurs par bâtiment. Donc tout ça est à disposition aussi. Donc on s'active aussi pour rendre public et diffuser nos résultats de travaux. Et je termine là-dessus. Travaillons ensemble, venez nous trouver si vous avez des idées de projets. On est là à votre service en tant que partenaire académique et on fait de la recherche appliquée. Donc on est proche de vous, on peut traverser le pont très facilement et puis travailler à votre service. Voilà. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean. Le temps passe vite. Une dernière présentation de Stéphane Masseret, coordinateur de projet et responsable de l'organisation Red Lab. Jean mentionnait qu'on avait pu partir sur un certain nombre de données qui étaient publiques pour certains des projets. Ça fait une belle transition sur l'open data, le partage des données. On a vu que les questions d'interopérabilité sont particulièrement importantes. Donc j'ai le plaisir de te passer la parole. Stéphane. Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Masseret. En effet, c'est une très belle transition. Comme l'a dit Jean, travaillons ensemble. Alors Red Lab, en fait, c'est une initiative qui est née d'un constat qui résume un peu toute cette conférence. C'est-à-dire qu'on a des acteurs privés, des startups, des entreprises, des acteurs académiques, des collectivités publiques. Et voilà, on a tous un objectif commun, c'est accélérer la transition énergétique. Alors, fort de ce constat, on sait qu'on a beaucoup de données actuellement et depuis des années, mais alors on a plutôt un système, on va dire, cloisonné et non distribué. Et pour passer de l'un à l'autre, eh ben, on a eu des discussions avec ces différentes parties prenantes et on s'est rendu compte que c'est travaillons ensemble, c'est la collaboration qui pourrait amener peut-être un nouvel angle d'approche. Donc voilà un peu comment est née cette initiative. Là, tout simplement, si je donner un peu plus en détail de ce que c'est Red Lab, c'est un programme sur une année où ça va permettre justement d'analyser les défis, les formaliser avec ces différents acteurs, bien sûr favoriser la collaboration, ce qui est un point très important, et puis on va dire le résultat quand même concret, c'est de construire des projets. Alors, je vais peut-être passer parce qu'on m'a dit que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on a eu une première édition l'année passée. Vraiment, l'objectif, c'était de faire émerger un écosystème autour de la donnée. Donc, on a parlé, que ce soit par exemple de monitoring, pour reprendre ce qu'a dit Urs Grossenbacher. Voilà, on n'est pas concurrents. Le but, c'est de travailler ensemble. Donc, que ce soit du rénovation de bâtiments, du monitoring, on reste dans ce domaine du bâti, mais ça peut être la mobilité ou d'autres secteurs. L'idée, c'est de se réunir, discuter autour de la même table et puis identifier les besoins de chacun. Je pense que tous mes collègues ici présents se sont bien rendus compte. On a chacun, on va dire, un peu notre focus sur notre business, mais on a des besoins et des contraintes chacun qui peuvent faire qu'on ne va pas forcément aller travailler avec l'autre tout de suite. Et quand on discute, on se rend compte qu'on peut faire plein de projets ensemble. Donc voilà un peu l'idée de ce programme. Donc on a eu une première édition l'année passée avec une soixantaine de participants, 14 partenaires, un taux de satisfaction assez bien globalement. Ce qui en est ressorti, bien sûr, alors c'est on va dire, je vois qu'il y a un petit, c'est pas grave, c'est la création de projets, mais surtout de l'amélioration en fait de la collaboration des acteurs. Et puis définir aussi un nouveau cadre. Alors on parlait d'un écosystème autour de la donnée, ça peut être aussi cadre légal, donc on a des cantons, des communes, de la confédération aussi qui participent. Et là on se rend compte qu'on ne va pas être au chômage les prochaines années. Des données, on a bien plus qu'assez, on va en avoir de plus en plus. Maintenant, pour avancer tous ensemble, il faut penser un peu à dans quelle direction on va aller. Je reviens à ce système cloisonné. C'est clair que c'est un gros risque, c'est que chacun fasse, on parlait de 2G, 3G qui sont à un moment donné, chacun fasse son petit chemin, puis un jour on se dise « Ah ouais, mais c'est des efforts énormes qui ont été faits pour peut-être tout recommencer ». Ce qui fait le lien aussi avec Jean, les HES académiques, on a une partie qui sont plus dans l'innovation, des startups comme on a eu avant, que ce soit Inno ou bien KimKit. Donc
On espère avec RedLab justement qu'on aura des futures startups comme ça. C'est pour ça que je fais un peu cette transition, ça englobe un peu tout ce que vous avez là. Pour vous donner 2-3 exemples dans le contexte d'aujourd'hui, typiquement le Compagnon, donc, qui est né de l'année passée, c'est un chatbot. Donc là, c'est une solution orientée citoyen. On va plutôt accompagner le citoyen dans la démarche de rénovation énergétique, voilà, pour savoir où trouver l'information, quelle information trouver. C'est actuellement un pilote en cours avec différentes communes, donc à voir la suite. Peut-être une future application ou une entreprise. Et puis, plus alors au niveau du bâtiment, on a 2 projets actuels. Donc je fais aussi peut-être un peu de pub pour Inno, dont Inno fait partie d'un des 2. C'est des projets axés sur le chauffage à distance. On a parlé pas mal de rénovation et de monitoring. Là, on en a un qui est clairement plutôt de la récolte de données. Et là, dans les acteurs, typiquement, le canton, des startups, des entreprises d'ingénieurs. Et puis, potentiellement, on a en discussion des collectivités publiques pour avoir un test sur un certain périmètre après. Donc là, Kadata, c'est l'idée vraiment de récolter des données en fait, pour la planification énergétique des chauffages à distance, qui seront mises à disposition des communes et des cantons. Et là, on se rend compte déjà d'une première barrière, où on les récolte. On a des propriétaires, des régies, régie-gérance. On a bien sûr les les bases de données open, comme voilà, le registre de bâtiment cantonal. Et voilà, je parlais avant de cloisonner, c'est par exemple 3 sources différentes, comment les mutualiser pour les valoriser. Un autre exemple, FlowRJ, ce qui rejoint un petit peu, j'ai oublié votre prénom, le projet, je l'ai perdu, il n'est plus là. Le projet donc d'optimisation en fait, de tarification dynamique. Mais là, on a plutôt une option, donc chauffage à distance multifluide qu'électrique. La même chose, c'est l'idée de dynamiser ce tarif, de facturer juste pour le client. Là, on est tout au début d'idée, mais de nouveau, on doit intervenir avec différents acteurs, on les réunit ensemble, puis on regarde comment on peut avancer. Petit point sur ce projet qui est intéressant, c'est qu'on va se baser sur le principe du réseau électrique pour faire du bidirectionnel et imaginer avoir on va dire les prosumeurs, mais des consommateurs qui peuvent fournir de la chaleur à d'autres bâtiments ou on va dire dans un quartier. Je ne vais pas faire trop long. Donc voilà pour RedLab. Prochaine édition aura lieu dans 2 semaines. Donc de nouveau des thématiques mobilité, bâtiment, suivi de consommation énergétique pour les collectivités. Et puis on a aussi un défi sur un thème d'actualité, le biogaz, donc par rapport au problème de gaz. Donc qui aura lieu, voilà, j'ai dit dans 2 semaines. Si vous êtes intéressé, moi je suis par là, n'hésitez pas à venir. Et puis, je voulais finir par ce beau mot par rapport à ce que vous avez dit, travailler ensemble. Voilà un peu l'écosystème de cette année. Alors, je ne pas celui de l'année passée, mais on a des startups, les entreprises, bien sûr les instituts académiques, et puis la partie collectivité publique, que ce soit commune, canton ou confédération. Et ensuite, les catalyseurs, c'est-à-dire les partenaires de diffusion qui, eux, vont pouvoir rassembler tout ça et puis en faire un peu de promotion pour que ce soit connu au niveau de la Suisse. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, j'invite l'ensemble des orateurs à nous rejoindre sur scène pour une petite partie de questions que j'animerai sous forme d'un débat et après la réponse aux questions que vous pourriez avoir au niveau du public. Je reviens au début. Je peux te laisser faire. Bien. Oui, vous pouvez les prendre, peut-être vous les passer. On en a 2. La période Covid est terminée, donc on peut se passer les micros, fort heureusement. J'aimerais commencer par une question, un point qui est revenu plusieurs fois autour des modèles économiques, et j'ai entendu souvent parler de modèles à la performance. Est-ce que finalement c'est en train de devenir un peu le seul modèle efficace et facile à mettre en œuvre auprès des clients au détriment d'autres modèles économiques? Je pense en particulier peut-être ceux qui sont les plus concernés, donc Energo qui a été le premier à l'avoir mentionné. C'est bon.
Oui, alors nous, on travaille déjà depuis 2001 avec des modèles à la performance. Avant, c'était une part de nos contrats qui était faible, 10%. On a 90% qui était forfaitaire, on payait la prestation d'ingénieur. Après, il y a une période entre deux où ça a été mis de côté vu les difficultés administratives que ça générait pour générer les décomptes. Et puis grâce au développement des plateformes informatiques, depuis 2014 et surtout ces dernières années, c'est devenu presque majoritairement notre modèle d'affaires. Donc on a toujours une part où on vend les prestations d'ingénieurs, mais maintenant en termes de rentrée de chiffre d'affaires, ça représente, sur les nouveaux projets, pas sur les anciens, sur les nouveaux projets, ça représente plus que 50% des modèles financiers qu'on met en place chez nos clients. Donc ça permet aux clients finalement de s'investir et de transférer le risque chez le prestataire de service plutôt que le prendre chez lui. Et de déployer surtout à très grande échelle rapidement, sans qu'il y ait des centaines de milliers de francs à mettre sur la table, ben on peut se lancer très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore un manque de maturité chez certains bureaux d'ingénieurs ou chauffagistes pour accepter. Ça ne rentre pas très bien dans les bilans comptables. C'est un peu difficile à faire rentrer. Donc on voit qu'il y a quand même encore des freins sur ces aspects-là, en termes de contrôle de finances. Eno, peut-être, c'est aussi une base. Et puis peut-être après Eco2, qui a aussi finalement le même modèle. Alors, je ne sais pas si c'est le seul modèle, mais c'est un modèle qui fonctionne très bien. Et du coup, c'est notre modèle. Et aussi, en nous, c'est la majorité de nos revenus intervient en termes de contrat à la performance. Ça permet aussi de fonctionner avec le droit du bail qui pose un peu problème parce que les investissements énergétiques sont financés par les propriétaires, mais c'est le locataire qui bénéficie des baisses de charges. Là, ça permet de répartir un petit peu aussi ces coûts et puis naturellement, ça permet d'avoir un investissement qui est inférieur aux économies réalisées, donc c'est très intéressant. Ouais. Du côté d'Eco2, aucun problème non plus à mettre en place ce modèle-là, ou est-ce que vous avez d'autres modèles en parallèle? Oui, alors bon, effectivement, nous mesurons aussi le succès de ce que notre optimisation fait en termes de la consommation d'énergie. Et puis, le modèle business. Ce qu'on aimerait faire, c'est la vision d'Eco2 pour cette année-là, qu'on encourage les propriétaires des grands parcs immobiliers avec une offre qui consiste que l'investissement est pratiquement à zéro. En contrepartie, on demande un contrat d'exploitation à long terme, mais effectivement, alors je vous invite après à l'apéro de me contacter si vous avez un grand parc immobilier à gérer. Donc on a une proposition intéressante à vous faire. Peut-être deux questions en fait à Olivier Minergie. Alors on a bien vu une centaine de bâtiments, une cinquantaine sur lesquels le Monitoring Plus est activé. Est-ce qu'il y a déjà un retour d'expérience? Est-ce qu'on a une confirmation qu'il y a un performance gap? Ça vaut vraiment la peine parce qu'on va arriver à faire converger les bâtiments vers la manière dont ils étaient censés fonctionner? Ou est-ce que finalement, pas trop de surprises, les bâtiments fonctionnent en moyenne, en tout cas comme c'était prévu? Pour l'instant, je dirais, on n'a pas assez de recul vraiment pour pouvoir, en tout cas sur la base de nos données, dire si les bâtiments surperforment ou le contraire. Par contre, il y a une étude de l'Université de Genève qui vient de sortir, qui a fait une jolie comparaison en fait entre des bâtiments Minergie et des bâtiments conventionnels. Et en l'occurrence, les bâtiments qui étaient classifiés avec un CECB de classe B ou C avaient plutôt tendance à surconsommer un ordre de grandeur de 15%, et tous les bâtiments certifiés Minergie surperformaient d'au moins 10%. Donc, et ça, c'était une étude qui était vraiment statistiquement représentative, et je pense qu'il découle du fait que quand on investit un peu plus aussi dans une performance énergétique plus élevée, on est aussi intéressé à ce qu'effectivement on ait un retour sur investissement par rapport à la consommation, ce qui n'empêche pas que dans des cas individuels, il puisse y avoir des bugs. Et c'est pour ça que c'est autant important de le contrôler, de le suivre pour pouvoir les corriger. Mais les bâtiments sont prévus pour consommer moins, puis les études qu'on a le corroborent en tout cas. Et ma deuxième question concerne le partage des données.
Peut-être que le constructeur n'est pas forcément enchanté si vous communiquez au maître d'ouvrage que son bâtiment ne fonctionne pas aussi bien que ce qui était prévu. Est-ce qu'il y a un risque juridique par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a une convention qui est signée entre l'ensemble des acteurs pour être d'accord finalement de cette transparence-là, et où se situe la responsabilité par rapport à la performance quand on a un label Minergie? L'enjeu principal, on va dire, par rapport à ça, c'était la crainte pour le promoteur, le constructeur, que sur la base de ce qu'on a mesuré, on constate que finalement le bâtiment n'est pas Minergie et qu'on lui retire le certificat, avec toutes les conséquences financières que ça peut avoir derrière par rapport à des subventions qu'on a reçues notamment. Et là, c'est vraiment important de préciser que ce n'est pas du tout le but du monitoring. La certification d'un bâtiment Minergie est basée sur des caractéristiques constructives. On s'assure, je sais pas, que le bâtiment est bien isolé, qu'il a une production de chaleur renouvelable, qu'il produit des énergies renouvelables sur place, pour citer quelques éléments. Et ce n'est pas parce que, par exemple, je sais pas, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnait pas et qu'on pourrait le constater grâce au monitoring, qu'on retirerait le certificat. Donc là, il y a vraiment une interface qui est très très claire par rapport à ces deux choses, et les responsabilités du constructeur s'arrêtent à la construction du bâtiment. Jean a mentionné à un moment donné que la partie confidentialité des données pouvait être très critique et importante, parce qu'on a accès effectivement, surtout si on va dans l'appartement et proche des gens, récolter plein d'informations très, très sensibles. Peut-être ma question s'adresse dans un premier temps à Nicolas. Tu as mentionné la partie gateway que vous installez. Quid de la sécurité? Après, ça concerne l'ensemble des acteurs qui viennent installer ce genre de système dans les bâtiments, mais finalement, on ouvre tous les systèmes, les installations techniques sur Internet. Comment est-ce que vous prenez en compte cette question de la sécurité? Alors oui, bien entendu, c'est un point important. Je dirais le premier truc, c'est que les données appartiennent toujours au consommateur en premier lieu, c'est-à-dire que seule la personne, le locataire ou le copropriétaire qui occupe par exemple un appartement sur une période donnée, par exemple depuis le 1er janvier il occupe cet appartement-là, seul lui peut accéder à l'ensemble des données de son appartement et des compteurs qui sont reliés à cet appartement-là. Donc le propriétaire ne pourra pas venir voir, comme l'exemple qui était donné avant, si ce locataire se douche la nuit, ou s'il est en vacances, ou s'il surchauffe son appartement. Donc le propriétaire n'a accès qu'à l'ensemble des données mises toutes ensemble, et elle ne peut pas espionner ses locataires. Donc ça, c'est un point important. Et puis au niveau de la donnée en soi, de la transmission de la donnée du bâtiment à notre portail, etc. Donc là, c'est vraiment les données des compteurs qui sont transmises. Il n'y a aucun lien avec quel locataire ça fait référence. On distingue totalement les choses entre les utilisateurs et les données. Et les utilisateurs peuvent accéder à certaines données selon une date de début et éventuellement une date de fin. Donc, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut commenter sur cette question de la sécurité? C'est une question pour vous tous là, qui faites du stockage de données. Vous stockez, j'imagine, dans des clouds ou vos propres serveurs, j'en sais rien. Je pense que c'est important de stocker en Suisse. Et pas... Enfin voilà, on connaît tous le Patriot Act. Même si vous stockez vos données en Suisse sur Azure, par exemple, voilà, selon le Patriot Act, s'ils en ont besoin, ils peuvent accéder aux données depuis les États-Unis. Donc je ne sais pas, c'est une question pour vous. Où c'est que vous stockez vos données? Mauvaise question. Alors chez Minergie, c'est bien en Suisse, en tout cas. Chez nous aussi, on a des cloud providers suisses avec lesquels on travaille. Nous aussi, c'est en Suisse, sur nos propres serveurs, chez des prestataires suisses. Alors pareil, pour la plupart des projets issus, c'est le focus toujours en Suisse, serveur suisse. Et je pense que ça va être un peu la tendance pour les prochaines années. Alors Eco2 aussi, je peux confirmer que notre partenaire de communication, c'est Swisscom. Donc voilà, il faut demander à Swisscom où exactement géographiquement se trouvent les serveurs. Mais oui, nos sondes dans les appartements et aussi notre gateway dans les locaux techniques, ils communiquent via des réseaux LoRa et GSM de Swisscom. Je profite que tu as le micro.
Tu as mentionné 6 millions de données par jour. La deuxième question après la sécurité, c'est l'impact environnemental de toute la partie IoT et data. Est-ce que toi ou dans les autres sociétés, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un assessment finalement de ce que consomme en fait toute cette infrastructure informatique par rapport aux gains qu'elle est capable de générer? C'est une bonne question, mais honnêtement, je ne suis pas préparé à la réponse. Alors, je ne peux pas m'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. On n'a pas fait encore, et ça va venir, c'est clair, un assessment de life cycle de tous nos services. C'est vrai que ça consomme de l'énergie et du matériel de digitaliser les bâtiments, ça c'est certain. Il faut voir dans quel but est-ce que ça intervient. En l'occurrence, quand le but c'est d'éviter de brûler du mazout, le calcul est assez vite fait. J'avais fait un peu des calculs, mais c'était plutôt des estimations assez générales. Mais en gros, l'ensemble de nos équipements informatiques produisent moins de CO2 que ce qu'on permet d'éviter sur un seul bâtiment. Donc on est dans les ordres de grandeur qui sont quand même plutôt intéressants. Très bien. Un complément du côté de Minergie, dans le sens où on a introduit maintenant, depuis le début de cette année, l'obligation de calculer l'impact environnemental en termes de CO2. Donc la nécessité aussi de quantifier toutes les émissions de CO2 qui sont générées par la construction du bâtiment, incluant aussi tous les équipements de monitoring. Donc on aura déjà une certaine transparence, disons, par rapport à l'impact environnemental à ce niveau-là. Et peut-être à partir de l'année prochaine, d'introduire la volonté aussi de ramener ce bilan à zéro pour pouvoir vraiment parler d'un bâtiment qui soit zéro CO2 net. Et donc, de ce point de vue-là, ouais, aussi par rapport aux installations de monitoring. Une question peut-être... Ah oui. Peut-être aussi réagir. Alors, on n'a pas fait l'exercice du bilan global, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très regardant sur qu'est-ce qu'on se relève et à quel pas de temps. Donc, on a plus d'1 milliard de données, mais on a vraiment toujours fait une évaluation, même on peut la changer en cours de route d'optimisation, de quel pas de temps est nécessaire. Si on a besoin du journalier, on fait du journalier. Si pendant une période donnée, un mois, on va analyser plus finement en quart horaire, on passe en quart horaire à distance. Et puis, on se limite vraiment à ce qui est nécessaire pour notre activité. Je pense que c'est un point aussi, Jean, je veux réagir par rapport à... Peut-être une tendance, en tout cas, que moi j'observe dans différents projets, c'est aussi, au lieu de rapatrier les données dans un cloud, c'est plutôt de rapatrier le calcul proche de là où on en a besoin. Donc faire ce qu'on appelle du edge computing ou edge AI, s'il y a des composants d'intelligence artificielle, qui est... proche donc de là où on en a besoin. Donc on peut imaginer que vos routeurs, là, vos gateways qui capturent les données, vont être de plus en plus puissants et pourront sous peu faire tourner l'intelligence localement. Donc ça, c'est aussi un pattern qui est en train d'émerger, que j'observe actuellement. Peut-être tu peux garder le micro. J'ai une question pour toi, Jean, sur le degré de maturité et le niveau des attentes actuelles par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce qu'on est encore dans une période où on attend des miracles de l'intelligence artificielle, où on est rentré dans une période où on est dans le concret, dans l'application, puis on est capable de mesurer ses apports, en particulier dans ce domaine de l'énergie et du bâtiment? Oui, alors bon, c'est vrai que l'algorithmique a énormément évolué depuis 2013 environ. Il y a les puissances de calcul qui sont arrivées avec les GPU, le stockage des données qui est devenu peu coûteux, entre guillemets. Et tout ça mis ensemble, ça fait en fait qu'on parle énormément de l'IA actuellement. Ceci dit, l'IA n'est rien sans les données. Et dans les données, il faut qu'il y ait un signal utile. Donc parfois, nous, on a des projets, on dit oui, bon ben voilà, il n'y a pas de... On peut rien faire. Typiquement, modéliser, on s'est rendu compte, modéliser le comportement humain de la consommation d'eau chaude sanitaire, ça reste un challenge. Pourtant, on le voit, on voit le comportement humain apparaître dans les données, mais il faut encore qu'on travaille pour trouver la bonne façon de modéliser ça. Donc oui, ça progresse énormément, ça va extrêmement vite et je pense qu'on va avoir des composants d'IA qui vont apparaître de plus en plus dans le monde du bâtiment. Bon, on en voit déjà chez certains de vous, avec grand plaisir d'ailleurs. Et ça va s'accélérer. Mais voilà, il n'y a pas encore une réponse à tout, ça c'est absolument clair.
Voilà, peut-être avant de passer aux questions qu'il y aurait dans la salle sur les derniers quarts d'heure, est-ce qu'il y a un point que l'un des orateurs aimerait encore mentionner suite à cette discussion? Oui. C'est parfait. Justement, sur le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, donc on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu un hype dans les journaux et sur Internet, dans les bâtiments, pas trop. Et l'utilisation est encore relativement parcimonieuse pour être poli. Et il y a énormément de potentiel encore sur l'application. Et effectivement, sur l'application, sur des vraies données dans les vrais bâtiments. Peut-être aussi préciser une chose, c'est que nous, on voit que dans certains projets, on saute une marche, c'est-à-dire dans une grande majorité des bâtiments, on n'a même pas une consommation annuelle, et puis parfois on veut passer à l'intelligence artificielle. Mais ça serait bien des fois de faire l'étage d'avant, ou les 2 étages, ou les 3 étages d'avant, avant de passer, et puis peut-être sans coubler malheureusement, parce qu'il n'y a pas une certaine maturité au niveau des clients, puis qu'on avait dit, tout n'est pas que technologie. Souvent, aux collaborateurs qui commencent chez nous, je leur dis, notre travail, c'est 50% d'humain, 50% de technique. Et puis c'est vrai que la partie humaine, elle est très difficile à modéliser, donc ça, c'est toutes des choses encore à traiter malgré tout. Alors, complètement d'accord. Surtout, que vous allez mettre le besoin de l'utilisateur au centre, ce qu'on oublie en fait souvent, de moins en moins dans les projets. Et voilà, peu importe le projet, ça peut être le meilleur sur le papier. Si on répond pas aux besoins, comme tu l'as dit, Joël, on saute une étape et puis on peut vite se casser la gueule. Très bien. Alors, on passe aux questions, peut-être dans la salle. Il reste en tout cas une dizaine de minutes. Si certains d'entre vous ont des questions, super, il y en a. Bonjour. Alors moi, je suis venue vous trouver parce que je suis architecte. Et puis, il y a quelques années, je travaillais chez quelqu'un qui était... une autre architecte qui était spécialisée en minergie. Elle a construit un immeuble et puis quand elle a voulu justement passer au monitoring pour gérer entre la production d'énergie, elle avait de la géothermie et puis des panneaux solaires, elle m'a dit qu'elle était vraiment insatisfaite parce qu'il y avait rien qui était concret et puis qui valait au niveau de l'investissement, qui était vraiment rentable pour vraiment gérer entre ses panneaux solaires et puis son système de chauffage pour vraiment arriver à dépenser en fait l'énergie logiquement selon météo, selon autre chose. Donc ce qu'elle faisait finalement, c'était aller chaque jour selon météo ou bien voilà diminuer le système de production de chaleur ou l'augmenter. Enfin voilà. Mais elle me disait qu'il n'y avait rien de concret qui était vraiment accessible aux propriétaires, parce que moi je vous entends vraiment parler de gros parcs immobiliers, de bâtiments publics, mais maintenant pour les architectes comme moi ou mon ancienne patronne qui parle vraiment plutôt de petits immeubles ou de villas ou de maisons qu'on rénove, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, concrètement, à nos clients qui gèrent bien entre une PAC, soit aéro, soit la géothermie, combinée avec les panneaux solaires, le boiler, etc., pour bien rentabiliser l'efficacité énergétique. Qu'est-ce qu'on a concrètement et puis qu'est-ce qu'on devrait proposer comme PAC, comme sorte de dire, voilà, dans votre budget, quand vous rénovez, quand vous allez construire, ça vous reviendrait à combien pour avoir quelque chose de concret? Voilà. Je vous embête un peu. Hein. Non, je ne pense pas. Je regarde Olivier, parce que oui, Nicolas. Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est des fois assez compliqué déjà de savoir ce qu'on veut faire. Sur un immeuble neuf, c'est déjà un peu plus simple parce que ces éléments peuvent être installés lors de la construction. Si vous devez revenir par après et modifier un tableau électrique ou mettre un compteur de chauffage ou ce genre de trucs, ça peut vite être compliqué et vite cher. Ensuite, je dirais, le problème qu'il y a, c'est la coordination entre les parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre un onduleur photovoltaïque qui peut donner une impulsion, par exemple, pour dire, voilà, on est en train de produire de manière excédentaire. On peut donner un signal à une pompe à chaleur, mais là, il faut encore quelqu'un soit capable de venir et configurer la pompe à chaleur pour que quand elle reçoit ce signal, elle ait le bon comportement. C'est-à-dire peut-être qu'elle va augmenter la consigne de chauffe, etc. Mais si par défaut, elle a déjà chauffé toute la nuit, on a beau lui donner un signal le matin quand il y a du solaire, eh ben, il ne va pas se passer grand-chose. Donc les composants, ils existent. Nous-mêmes, on a un système qui fonctionne très bien pour faire ce genre de choses. Mais encore faut-il avoir quelqu'un derrière qui vient et qui le règle correctement. Et ça, c'est, je pense, une compétence qui manque clairement dans la planification des projets. Et souvent, un architecte va demander le système, l'électricien va le proposer, les marges sont faibles, donc tout est chiffré au plus bas. Et il faudrait encore planifier quelqu'un qui vienne peut-être 1 ou 2 fois sur site par après, étudie le comportement correctement et soit payé aussi pour le faire et optimise correctement le bâtiment. Et ça, souvent, c'est ce qui manque parce qu'il y a un appel d'offres qui a été fait
Et on a mis un système le moins cher possible qui est mal réglé. Voilà. Et c'est vrai que les gens peuvent être un peu déçus selon comment ça se passe. Peut-être je peux encore juste compléter du point de vue de Minergie, dans le sens où finalement nous on a fait le même constat que vous, et c'est pour ça que les exigences de monitoring sur les bâtiments Minergie s'appliquent qu'à partir de bâtiments de 2000 m², aussi parce que notre constat pour l'instant c'est qu'il y a peu de produits qui sont vraiment mûrs pour les plus petits bâtiments et qui sont aussi accessibles financièrement, parce que finalement un bâtiment Minergie est déjà alimenté par des énergies renouvelables, est déjà isolé. Aller économiser quelques kilowattheures au coût de 5 ou 10 000 francs d'investissement supplémentaire, ce ne serait pas très pertinent, et c'est pour ça qu'effectivement, pour l'instant, c'est les gros bâtiments. Mais j'ai l'impression, des discussions que j'ai pu avoir dans le salon, notamment avec le groupe E, pour ne pas les nommer, que c'est aussi une lacune un peu qu'ils ont identifiée dans l'offre sur le marché et qui sont en train de développer des prestations de services pour justement faire communiquer tous ces différents composants entre eux et proposer à leur clientèle, qui sont un peu captifs encore pour l'instant, des prestations qui leur permettraient clé en main de faire fonctionner tous leurs équipements électriques, notamment ensemble. Cette personne me disait que lui-même avait construit une nouvelle maison et avait mis 3 ans finalement à réussir à faire en sorte que quand il y a du soleil, que sa voiture est branchée, que les panneaux solaires alimentent sa voiture, mais que quand elle n'est pas branchée, ça alimente la pompe à chaleur pour faire de l'eau chaude. C'est des trucs qui semblent tout cons sur le papier, mais c'est vrai que visiblement, à mettre en œuvre à une petite échelle, ça reste encore un défi. Et surtout que ce soit accessible financièrement. Merci. Donc, je suis arrivé à peu près à la même constat également. J'ai construit il y a quelques années, puis je suis aussi, alors je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler, mais j'ai enlevé toute la technologie superflue. J'ai qu'un pot et la bûche que je charge moi-même, donc je suis devenu le propre régulateur. Malgré cela, pour tout ce qui est photovoltaïque, j'ai voulu charger le véhicule, charger le surplus solaire dans mon eau chaude en hiver, vu que j'ai une grande surface de solaire photovoltaïque, et je suis confronté finalement aussi à la manque de maturité au niveau produit et au manque de compétences des différents artisans. C'est quand même des technologies qui sont récentes, on parle de quelques années, pas beaucoup plus finalement, et là il y a un enjeu extrêmement important, c'est de former toutes ces personnes-là et de leur faire un retour sur les technologies, sur la manière de procéder, d'unifier aussi, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de produits qui sortent qui ne sont pas unifiés, donc il y a des projets pour unifier aussi les protocoles de communication, etc. Mais ça reste un travail, un chantier pour les 10 ou 20 prochaines années qui va devoir être fait, surtout pour le petit, où voilà, c'est difficile de rentabiliser pour un propriétaire ces aspects-là. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Je ne suis pas certain que c'était la réponse que vous souhaitiez entendre. Non, mais c'est quelque chose dont je suis consciente. C'est vrai que j'ai eu un représentant il y a quelques temps qui est venu chez moi pour de la domotique, pour me montrer les pièces électroniques qu'on mettait dans les compteurs, etc. Puis j'ai voulu le pousser un petit peu plus loin, quoi, parce que régler, d'éteindre ou de monter ses stores avec le Natel, c'est sympa, la lumière, la même chose. Puis après, je lui dis, voilà, mais entre les panneaux solaires et puis le chauffage. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que nous, en tant qu'architectes, on fait des bilans. Souvent, ils ne sont pas justes entre le bilan à l'enquête et la réalité. C'est comme quand on sort de l'école, puis après, quand on travaille, il y a un monde, c'est un peu ça. Et puis après, vraiment, je trouvais intéressant en fait, de venir de vous écouter parce qu'en fait, je suis consciente et puis je pense qu'il y a vraiment des économies à faire si on arrivait vraiment à mieux gérer ça entre quand on consomme et puis quand on produit, puis vraiment d'arriver à lier ça. Mais c'est vrai que ça serait chouette qu'on puisse mettre par exemple des petits serveurs chez chaque propriétaire pour stocker leurs données et puis que depuis ça, ça renvoie vers un site internet où on pourrait vraiment avoir directement quelque chose, voilà, pour savoir, voilà, est-ce qu'on pourrait chauffer le boiler pendant la journée avec les panneaux solaires, enfin vraiment que chaque propriétaire puisse un peu comprendre ces données puis les traiter à petite échelle déjà. Voilà, ça serait chouette. Vous m'appellerez quand ça sera possible. N'hésitez pas à venir discuter après avec nos orateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore juste faire peut-être un complément par rapport au coût, parce que je l'ai fait pour ma maison. Le coût de la borne de recharge plus de l'intelligence pour faire des charges de ma voiture 100% solaire, il y en a quand même eu pour un montant de 5 000 francs. Alors c'est une fois, mais voilà, c'est quand même important vis-à-vis d'une villa, c'est quand même un montant important pour faire des charges de voiture 100% solaire. Oui, une autre question. Bonjour. Alors, moi, je suis dans le domaine du bâtiment aussi, tout ce qui est technique du bâtiment, CVS. Et puis, c'est vrai que vous parlez des installateurs, donc on a un grand rôle à jouer, mais après, pour la formation,
c'est vrai que chez nous, c'est le client en général qui choisit, les prix sont bas, c'est compliqué d'imposer quelque chose au client qui paye. Par contre, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Swisstech pour les formations. Donc, est-ce que vous avez été voir de ce côté-là? Est-ce que vous pouvez mettre en place, même pour nos apprentis par exemple, pour la régulation, qu'il y ait des choses par rapport à l'avenir, en fait, qui soient obligatoires, qu'ils en prennent conscience, puis qu'il y ait quelque chose de collectif qui soit fait de base, plutôt que nous, on doit aller chercher l'information et l'imposer, ce qui est un peu compliqué, même si on aimerait le faire et puis on pense à l'avenir. Mais c'est vrai que si ça vient de plus haut et puis que ce soit accessible à tous. Par exemple, on pourrait économiser l'adoucisseur d'eau qui est 4000 balles et puis à la place prendre l'ingénieur. Une question un peu... Je vais peut-être réagir. Donc nous, on travaille depuis maintenant 5 ans avec les chauffagistes et on les intègre dans nos projets dès la base. Et on les rémunère pour ce travail-là aussi, pour qu'ils s'y intéressent. Mais pour faire... Alors, il y a eu 2 étapes. Le faire de changer les mentalités, de dire leur mission, c'est plus simplement de garantir l'aspect fonctionnel, c'est aussi de garantir l'aspect d'efficacité énergétique du système. Donc là, je parle pour les chauffagistes. Pour les électriciens, c'est un petit peu différent. Mais pour les chauffagistes, c'est le cas. Donc on les a intégrés, mais il nous a fallu quasiment 10 ans pour faire changer les mentalités, qui voient ça comme une opportunité d'affaires, comme un service supplémentaire aux clients, et puis qu'ils investissent dans la formation de leurs collaborateurs. Maintenant, sur Genève, on voit que certains chauffagistes engagent des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, donc ils développent des propres solutions aussi hardware pour aller dans ce sens-là. Donc il y a un message très positif, c'est que maintenant ils commencent à comprendre l'enjeu pour les 30 prochaines années, voire un petit peu plus, et ils commencent à mettre le pied à l'étrier. Mais ça a pris vraiment du temps pour faire changer les mentalités et puis qu'ils s'investissent pleinement. C'est pas encore tous, mais on a une bonne partie qui maintenant investit dans la formation et même parfois dans des solutions technologiques pour offrir justement un service plus complet à leurs clients. Une dernière intervention? Seulement un petit complément à ça. Alors Eco2 travaille aussi à une solution pour des chauffagistes, justement, pour qu'ils puissent voir beaucoup mieux comment une installation fonctionne. Et puis, pour améliorer leur service, par exemple, dans le cadre d'un contrat d'entretien. Voilà, merci beaucoup. On arrive à midi. Est-ce qu'il reste des questions? Ça ne semble pas être le cas. Donc, il me reste à remercier chaleureusement Energissima, le salon, pour avoir permis l'organisation et la tenue de cette conférence, et surtout très chaleureusement tous les intervenants, malheureusement pas d'intervenantes, mais voilà, il y a un domaine qui reste quand même très masculin, mais peut-être qu'en même temps que les solutions vont se développer et s'intégrer et que les usagers vont être de plus en plus pris en considération, peut-être qu'il y aura aussi une plus grande mixité dans les métiers techniques. En tout cas, c'est quelque chose qu'on espère. Donc je vous remercie chaleureusement d'avoir participé, et au public aussi d'être venus nombreux ce matin. Et la conférence sera aussi rediffusée ultérieurement, donc disponible pour être revue s'il y a des éléments qui vous intéressent, et n'hésitez pas après la conférence de venir échanger avec nos intervenants. Merci beaucoup et bonne journée encore et bon